Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette session d'information religion. Le révérend Michel Vako a procédé à la dédicace de sa toute nouvelle œuvre littéraire, Le secret de la prospérité, titre de l'œuvre Un plus dans la vie spirituelle du chrétien. Actualité africaine, santé, les journalistes de Côte d'Ivoire s'inscrivent dans la bataille contre l'épidémie du virus Ebola. Un atelier de formation a été organisé le mardi par l'UNGCI et le PNUD. Actualité internationale, lutte contre l'État islamique. Obama très inquiet de la situation à Kobané, ville syrienne. Bienvenue à cette session d'information. Nous démarrons avec la religion. Un nouvel ouvrage est venu agrandir le répertoire déjà bien fourni du révérend Michel Vako, Le secret de la prospérité. Cet ouvrage a été présenté au Corps de Christ à la librairie La Main d'Amour à Abidjan, une œuvre de 240 pages qui renferme les conseils, les témoignages et les stratégies avec comme support la Bible, indispensable à l'épanouissement du chrétien. Regardez. Du chemin de la prospérité au secret de la prospérité, en passant par l'origine de la pauvreté et l'onction de prospérité selon l'Évangile, et renforcé par des conseils et témoignages, tout ceci confiné dans un ouvrage de 240 pages. Telle se présente la toute nouvelle œuvre du révérend Michel Vako, intitulée Le secret de la prospérité. L'homme de Dieu a procédé à la dédicace de ce livre à la librairie La Main d'Amour d'Angré, quartier de la capitale abidjanaise. L'auteur nous éclaire sur l'intérêt que revêt ce nouveau livre. Le secret de la prospérité. Parce que si tout le monde peut aussi facilement prospérer, on n'allait pas parler de secret. C'est parce que beaucoup font des efforts, mais il est très difficile d'atteindre le niveau de la prospérité qu'ils souhaitent. Et Dieu, dans sa grâce, nous a permis d'avoir le minimum de connaissances, de codes qu'il m'a pu partager avec tous ceux qui aiment le Seigneur, tous ceux qui travaillent et tous ceux qui veulent émerger pour devenir des bénédictions, et à la fois pour leur famille, pour leur église et pour l'émancipation. Intérêt qui prend également tout son sens, selon l'auteur, à travers les couleurs vert et blanc de la couverture de l'œuvre. C'est un choix particulier dans le sens où déjà le vert est en rapport avec la nature et la nature même est déjà une véritable source de prospérité parce qu'elle donne gratuitement et tout ce que nous recevons provient, n'est-ce pas, de la nature. Et puis le blanc pour signifier qu'il s'agit d'une prospérité divine, celle qui vient du ciel, que seul Dieu donne et qui n'est celui d'aucun chacun. Soulignons que le révérend Michel Vako est un oint de l'Éternel et écrivain chevronné. Il comptabilise 30 livres à son actif. Il est le fondateur de Michel Vako Ministries, ministère d'évangélisation, de délivrance et de guérison. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le secret de la prospérité regorge toute la substance de cette parole de l'Évangile, un savoir qui n'a pas de prix. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Au terme de cette cérémonie dédicace, nous avons tendu notre micro aux différentes personnes invitées. Nous les écoutons. Tout le monde d'encouragement, je savais depuis 4 ans que je le connais. En fait, j'ai lu ces livres, ça m'a fait beaucoup de bien, et je viens de le voir aujourd'hui. Donc, Dieu s'est annoncé, c'est un homme oué par Dieu, quand je le montre. Je viens d'acheter le nouvel ouvrage du révérend Michel Vako, un homme de Dieu oué. Donc, je vous encourage, mes frères et sœurs chrétiens, à acheter ces livres, car ces livres nous enseignent, nous donnent des conseils, comment prospérer dans la foi chrétienne et comment marcher avec le Seigneur. Donc, je prie afin que le Seigneur bénisse son ministère, bénisse sa vie. Et nous changeons de sujet, nous parlons de la progression du virus Ebola sur le continent africain et particulièrement en Afrique de l'Ouest. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNGCI, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a organisé le mardi à Abidjan un séminaire de formation et de sensibilisation des journalistes sur le virus Ebola. Le thème de la formation, implication et engagement
des médias dans la préparation et la réponse nationale face à l'épidémie d'Ebola. Notre reportage. Le virus Ebola continue sa propagation en Afrique de l'Ouest. Selon le dernier rapport de l'OMS, le bilan s'est alourdi, plus de 4500 décès sur 8914 cas. Il faut donc agir et vite. En Côte d'Ivoire, les journalistes et professionnels des médias ont pris le taureau par les cornes. L'UNGCI, en collaboration avec le PNUD, a organisé à l'École nationale d'administration un atelier pour la formation et la sensibilisation des médias avec comme thème implication et engagement des médias dans la préparation et la réponse nationale face à l'épidémie d'Ebola. Oui, nous avons fait le malheureux constat que malgré toutes les campagnes de sensibilisation menées par le gouvernement, les Ivoiriens continuent de se serrer la main. Les Ivoiriens continuent de faire les accolades. Les Ivoiriens continuent de manger la viande de brousse. Nous l'avons constaté quand nous sommes allés au village. Nous pensons qu'il était important que nous, en tant que fêtiers des organisations de presse en Côte d'Ivoire, nous puissions attirer dans un premier temps l'attention des journalistes sur le phénomène et dire aux journalistes que quand il y a 4000 morts à nos frontières, on ne doit pas croiser les bras et nous devons nous lever. Si nous, en tant que fêtiers, nous ne le levons pas, personne ne le fera à notre place. C'est le sens de notre combat. C'est pour cela que nous avons décidé de mobiliser l'organisation participer à cet atelier. La représentante du représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en Côte d'Ivoire, Aïssa Toudé, a déploré les effets néfastes de cette pandémie dans la sous-région et invité les journalistes à s'approprier la stratégie nationale de riposte contre le virus Ebola. C'est une réponse collégiale qu'on essaie d'apporter concertée, qu'on essaie d'apporter au gouvernement de Côte d'Ivoire dans sa préparation à la sensibilisation des communautés et des populations face à cette épidémie qui prend une ampleur sans précédent. Parce qu'à la date du 11 octobre, on parle de 4235 décès sur 8773 cas. Et vous savez que c'est une épidémie qui prend une ampleur aussi à dimension économique, sociale, vraiment une ampleur, je dirais même que ça devient une tragédie humaine. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé qu'il était important que les journalistes et professionnels de la communication aient accès aux informations techniques sur le mode de transmission du virus pour qu'eux-mêmes puissent véhiculer le message qu'il faut pour que les populations, tout en évitant la panique, soient vigilantes par rapport au comportement vis-à-vis de ce virus et respectent les instructions qui ont été données par le gouvernement pour vraiment éviter les contacts qui pourraient donner un nid à ce virus. Le professeur Bénier Joseph de l'Institut national d'hygiène publique, quant à lui, a entretenu les participants sur l'infection de l'Ebola. Zio Moussa, président de l'Observatoire de la liberté de la presse, l'éthique et la déontologie de la presse, OLPED, a mis l'accent sur le professionnalisme. Il a invité les acteurs des médias à privilégier les grands genres dans le traitement des informations sur l'Ebola pour mieux informer la population. Plusieurs étapes ont par ailleurs marqué cette journée de formation, notamment une démonstration sur le lavage des mains, un brainstorming sur l'efficacité des mécanismes de sensibilisation sur Ebola en Côte d'Ivoire, ainsi que le traitement et la gestion de l'information en période de crise. Le virus Ebola, après plusieurs années de silence, a refait surface il y a de cela 6 mois en Afrique de l'Ouest. Depuis, la maladie se propage à une vitesse vertigineuse. L'OMS tire la sonnette d'alarme. Selon les prévisions, d'ici la fin de la semaine, la barre des 9000 cas sera franchie. Et parlant toujours du virus Ebola, le Royaume-Uni vient en aide à la Sierra Leone dans la lutte contre ce virus. Le gouvernement livrera 100 000 combinaisons de sûreté contre la fièvre hémorragique. Ils sont venus nous voir avec un problème spécifique, la chaleur. Cette combinaison est conçue pour empêcher tout liquide de rentrer à l'intérieur. En plus, elle permet au corps de mieux respirer. Elle est plus légère que celles qui sont utilisées aujourd'hui en Sierra Leone. Les coutures sont renforcées avec du scotch. Toute la combinaison est découpée et cousue, mais le scotch permet de faire barrière avec le monde extérieur. Et cela empêche tout liquide de traverser le tissu. Il y a des bottes pour protéger les pieds, des gants pour protéger les mains. Il y a une capuche en plus et un masque pour protéger la bouche. Et en plus de cela, nous avons une visière qui couvre tout le visage.
Réunion de crise à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies se donne 60 jours pour stopper la propagation du virus Ebola. La situation est dramatique. Plus de 4500 décès sur plus de 8000 cas recensés. Les Nations Unies se donnent 60 jours pour barrer la route à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. L'objectif est de traiter dans ce laps de temps 70% des malades et d'inhumer 70% des victimes sans causer de nouvelles infections. Le chef de la mission d'urgence de l'ONU pour la lutte contre l'épidémie par visioconférence. Je me réjouis des engagements pris par les États membres pour leurs civils, leurs militaires, leur matériel et leur argent. Mais je suis très inquiet parce que tout cela combiné n'est pas assez pour stopper l'épidémie. Se lamente Anthony Bunbury. La meilleure façon de protéger la population des pays non infectés est d'aider les peuples de Guinée, du Libéria et de Sierra Leone à stopper la progression du virus. L'épidémie a fait près de 4500 morts dans ces trois pays. La population est à cran, comme ici à Freetown. Plusieurs personnes s'en sont prises aux forces de l'ordre. Elles accusent les autorités d'avoir attendu 2 jours avant de ramasser le corps d'une victime présumée du virus qui gisait dans la rue. Aux États-Unis, l'infirmière infectée serait maintenant en bonne condition. Sa consoeur espagnole, qui a développé ses premiers symptômes il y a 15 jours, a des chances de s'en sortir. Passé 2 semaines, les chances de survie sont en effet plus importantes. Et en Allemagne, l'employé de l'ONU qui a succombé à Ebola sera incinéré. C'est la décision prise par les autorités par mesure de sécurité. Guinée, Sierra Leone, Libéria. Si le virus Ebola frappe moins régulièrement, il s'étend dangereusement au sein de ces 3 pays ouest-africains, les plus touchés par la fièvre hémorragique. Dans leurs capitales respectives, Conakry, Freetown, Monrovia, le nombre d'infections augmente de manière exponentielle. Il s'établit à 1000 nouveaux cas chaque semaine, mais selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, il pourrait atteindre entre 5 et 10 000 cas chaque semaine dans 1 mois et demi. Le nombre de cas aujourd'hui se chiffre à 8 914, précise ce responsable de l'OMS, et on va aller au-delà de 9 000 cas cette semaine. La maladie continue de s'étendre géographiquement. Il y a davantage de districts, de régions et de préfectures touchés par la maladie par rapport à 1 mois en arrière, et on observe cela dans les 3 pays. Le virus Ebola s'étend d'autant plus que les personnels soignants font face à la défiance des populations dans certaines zones reculées. Le plan 70-70-60 de l'ONU fixe des objectifs pour début décembre, assurer la sécurité de 70% des enterrements et isoler 70% des cas suspects pendant 60 jours. 6 mois après, toujours pas de nouvelles pour les 200 lycéennes enlevées par le groupe islamique Boko Haram au Nigeria. Et plusieurs questions se posent. Selon certaines personnes, ces lycéennes, au nombre de 219 exactement, seraient mariées et donc sans espoir d'être retrouvées. L'armée, quant à elle, préfère désormais se taire après avoir donné plusieurs fois de faux espoirs aux familles des adolescentes. Quant à la communauté internationale, elle est également devenue muette, ce qui tranche nettement avec les grandes démonstrations d'indignation et d'émotion du début. Le président Barack Obama est très inquiet de la situation de la ville kurde de Kobané dans le nord de la Syrie. C'était à l'issue d'une réunion avec les chefs militaires de 22 pays de la coalition anti-djihadiste. Nous écoutons le président américain. Dempsey for bringing us here together to review coalition operations to degrade and to ultimately destroy ISIL. C'est une opération qui oppose le monde au groupe État islamique. Jusqu'à maintenant, nous avons connu de francs succès en stoppant la progression de l'État islamique vers Erbil, en sauvant de nombreux civils d'un massacre sur le mont Sinjar, en reprenant le barrage de Mossoul et en détruisant des cibles et des combattants de l'État islamique à travers l'Irak et la Syrie. Évidemment, en ce moment, nous suivons de près les combats qui ont lieu dans la province irakienne d'Al-Anbar. Et nous sommes très inquiets de la situation dans et autour de la ville syrienne de Kobané, ce qui illustre la menace posée par l'État islamique à la fois en Irak et en Syrie. Et les bombardements de la coalition vont continuer dans ces 2 régions.
Et pendant ce temps, les combats se poursuivent dans la ville de Kobané. Les forces kurdes ont livré une lutte acharnée contre les djihadistes de l'État islamique. Tout cela soutenu par les frappes aériennes et saoudiennes. 21 raids en 48 heures. De l'autre côté de la frontière turque, la ville syrienne de Kobané est apparue ensevelie sous d'épaisses fumées grises. Les forces kurdes y livrent une lutte acharnée contre les djihadistes de l'État islamique qui pour la première fois ont atteint le centre de la ville. Aussi, les frappes américaines et saoudiennes se sont-elles renforcées. Les forces de la coalition ont lourdement bombardé les positions du groupe État islamique, précise notre correspondant en Turquie. L'est de Kobané est ciblé, cela a obligé les djihadistes à quitter leur position. Depuis le début de l'offensive djihadiste contre Kobané le 16 septembre, près de 600 personnes ont péri et environ 70 villages sont tombés aux mains du groupe État islamique. De l'autre côté de la frontière turco-syrienne, de nombreux Kurdes assistent, impuissants, à cette bataille. Il y a nos proches là-bas, témoigne l'un d'eux. Nos garçons, nos filles ou nos cousins. Nous sommes une seule nation et c'est pourquoi nous attendons ici. On ne veut pas entendre de mauvaises nouvelles. François Hollande a sommé la Turquie d'ouvrir sa frontière avec la Syrie, mais Ankara refuse pour l'heure de prendre part aux opérations anti-djihadistes. La France est sous les projecteurs de l'Union européenne. Ce mercredi à Bruxelles, le budget français est passé au crible. La France n'a pas respecté ses engagements. Elle risque une pénalité. Le déficit public revisé à 4,4% en 2014 devrait encore atteindre 4,3% en 2015. Elle est au centre des critiques. La France est-elle réellement en train de vivre une chute vertigineuse et irrémédiable de ses finances? Ou bien mène-t-elle la fronde d'une nouvelle gouvernance budgétaire face à l'Allemagne? Demain à Bruxelles, le budget français sera passé au crible. La France n'a pas respecté ses engagements. Elle risque une pénalité. Mais Paris reste ferme et assume son dérapage, arguant des circonstances exceptionnelles. Nous assumons le sérieux budgétaire. Nous refusons l'austérité. La conséquence, c'est que le déficit retournera sous les 3% en 2017. Le déficit public révisé à 4,4% en 2014 devrait encore atteindre 4,3% en 2015. Surtout, le déficit structurel reculera à peine alors que les traités prévoient un effort de 0,5% pour les pays en déficit excessif. En franchissant le cap des 2 000 milliards d'euros, la dette publique de la France a dépassé la moyenne de la zone euro. Les dépenses publiques, quant à elles, varieront peu malgré les 50 milliards d'économies promises par le gouvernement d'ici 2017, des dépenses qui restent élevées 10 points de plus qu'en Allemagne. Enfin, la France se place dans le top 3 de la pression fiscale en Europe, précédée seulement par le Danemark et la Belgique. La France risque une amende de 4 milliards d'euros. Pour éviter l'affront aux petits pays qui ont été contraints au sacrifice, elle a peu de chances d'y échapper, à moins de prouver la crédibilité de son plan. Un plan auquel cet économiste ne croit pas. On ne prend pas les vraies mesures. On a besoin d'une thérapie de choc. Et cette thérapie de choc n'est absolument pas appliquée, ni d'ailleurs sous Sarkozy, ni de manière sous Hollande. Et donc c'est tout le drame. C'est qu'on va continuer à augmenter le déficit, continuer à augmenter la dette. Mais le gouvernement français voit les choses différemment. Pour relancer l'économie par la dépense publique, il est engagé depuis des mois dans un bras de fer avec l'Allemagne. Aux côtés de la France, l'Italie. Ces deux pays disent oui à la rigueur budgétaire, mais non au diktat. Quant à la croissance, elle est la priorité. Nous devons aussi ajuster nos politiques budgétaires par rapport à l'enjeu de la croissance. Parce que si tout le monde fait de l'austérité, ce qui n'est pas le cas de la France, alors il y aura un ralentissement encore plus ample de la croissance. Sur ce débat de fond, qui a raison? Une chose est sûre, c'est qu'en France, le contexte est particulier. La position politique du président François Hollande est très fragile. Une sanction de Bruxelles pourrait bénéficier au Front National, un paramètre qu'aura certainement en tête la Commission. Pour résister aux sanctions de la communauté internationale, la Russie se tourne vers la Chine. Le président Vladimir Poutine a reçu hier le Premier ministre chinois au Kremlin. Au menu de cette visite, des signatures de plusieurs accords dans les domaines de l'énergie, des finances et du commerce. Face aux sanctions occidentales, Moscou se tourne fièrement vers Pékin. Le président russe Vladimir Poutine a reçu hier le Premier ministre chinois Li Keqiang au Kremlin. Au menu de cette visite, les signatures de plusieurs accords dans les domaines de l'énergie, des finances et du commerce.
Je suis heureux de dire que la Chine est l'un des principaux investisseurs de l'économie russe, confie Vladimir Poutine. C'est parce que nous sommes votre plus grand voisin, répond Li Keqiang. La Russie est le plus grand pays du monde par son territoire et la Chine le plus grand par sa population. Nous sommes les deux plus grands, ce qui veut dire que nos économies sont complémentaires. Parmi ces accords signés hier, un contrat de fourniture de gaz provenant des gisements de l'Est sibérien. Gazprom doit approvisionner la Chine pour la modique somme de 315 milliards d'euros sur 30 ans. Une parenthèse, nouvelle technologie de l'information et de la communication, le Dropbox, service de stockage et de partage de copies de fichiers locaux en ligne, a-t-il été piraté? C'est la question. Un hacker a publié des centaines d'identifiants de mots de passe. Un hacker dit avoir piraté près de 7 millions de comptes Dropbox, ce spécialiste du stockage en ligne. Il a publié des centaines de mots de passe et s'apprête à en divulguer d'autres, moyennant quelques dons en bitcoins. Dropbox, qui revendique plus de 200 millions d'utilisateurs, dément de son côté avoir été piraté. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis et que Dieu vous bénisse.